12-13 dimanche, le magazine politique de France 3, invité Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen, merci d'être avec nous ce midi. ArcelorMittal, pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ce nom a résonné. Pendant toute la campagne présidentielle aussi, vous vous en souvenez. Et puis encore aujourd'hui, avec la décision du gouvernement de ne pas nationaliser le site de Florange finalement. Personne ne semble avoir la solution contre les fermetures d'entreprises et le chômage. Doit-on parler de fatalité? Vous nous direz tout ça tout à l'heure. On va aussi aborder la sécurité, l'intégration, des thèmes sur lesquels la gauche, Emmanuel Valls, ont peut-être évolué. On verra ça. Mais on va commencer par l'image de la semaine. Et l'image de la semaine, c'est les Restos du Cœur qui viennent d'ouvrir. 860 000 personnes ont accès aux Restos du Cœur tous les jours parce qu'ils en ont besoin. 25% d'augmentation en un an. Des femmes seules, des retraités. Est-ce que ça vous touche? Bah, évidemment que ça me touche. Enfin, je veux dire, c'est même une des raisons de mon combat politique. Moi, tous les matins, je me lève pour éviter qu'il existe une situation de pauvreté et de souffrance telle que celle-là qui se développe dans mon pays. Or, je crois que l'appauvrissement de la population, qui est aujourd'hui quasiment organisé, notamment par les mesures d'austérité qui sont mises en œuvre sur ordre de Bruxelles, eh bien, est considéré aujourd'hui, somme toute, comme une sorte de fatalité par nos dirigeants, un mal nécessaire dans leur esprit. Je ne le crois pas du tout. Les Restos du Cœur qui ont du mal à boucler les fins de mois parce qu'ils ont de plus en plus de demandes. Est-ce que l'État et l'Europe doivent les aider financièrement, matériellement? Enfin, l'Europe doit continuer à verser les fonds qui leur ont été promis et qu'ils cherchent aujourd'hui à réduire. Mais souvenons-nous que l'argent de l'Europe, c'est pas de l'argent fabriqué par l'Europe, hein, ni encore moins gagné par l'Europe. C'est de l'argent des États. C'est donc notre argent. Et à chaque fois que l'on diminue un budget européen tel que l'aide aux plus défavorisés, c'est pour parallèlement continuer à augmenter le nombre des fonctionnaires. 55 000 fonctionnaires européens dont on a appris récemment que 1 sur 6 était payé plus de 100 000 euros par an. Voilà, c'est ça la réalité de l'Union européenne. C'est profondément néfaste pour nous et c'est en plus horriblement cher. Alors, les associations qui sont très mobilisées au quotidien, et puis l'État aussi, qui est appelé à la rescousse, notamment pour sauver les entreprises, souvent en dernier ressort d'ailleurs, à Florange, en l'occurrence, pour sauver le site d'ArcelorMittal, qui ne sera finalement pas nationalisé. Oui. Auriez-vous souhaité une nationalisation purement et simplement? Oui, écoutez, je l'ai dit depuis des mois. Je crois même avoir été la première à le dire, qu'il fallait envisager une nationalisation temporaire d'ArcelorMittal. Avec le recul, vous dites toujours la même chose. Mais bien sûr, je dis la même chose pour une raison simple. C'est que je crois que l'acier est un domaine absolument stratégique pour notre pays. Et je crois que je suis dans une vision, là, pour le coup, gaullienne de l'intervention de l'État stratège. Lorsqu'il y a un secteur stratégique qui est en danger, l'État doit pouvoir intervenir. Mais surtout, si vous voulez, sur le fond, on s'aperçoit que la négociation qui a été mise en œuvre par le gouvernement est complètement absurde et va relever d'une véritable gabegie. C'est-à-dire que non seulement l'État va mettre de l'argent, et probablement beaucoup d'argent d'ailleurs, mais c'est M. Mittal qui récupérera le bénéfice de ces investissements, lui-même ne mettra que 180 millions sur 5 ans, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour faire uniquement fonctionner l'usine, alors même que ArcelorMittal a distribué 2 milliards de dividendes l'année dernière. Alors vous savez que Arnaud Montebourg hier soir a dit attention, si ArcelorMittal ne respecte pas ses engagements, on peut toujours nationaliser. C'est quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'ArcelorMittal. Écoutez, Monsieur Montebourg vient d'être très sèchement désavoué par le gouvernement auquel il participe. Je crois d'ailleurs que s'il n'avait pas défendu son intérêt personnel, il aurait dû en l'occurrence démissionner à la suite de ce qui s'est passé. Mais ça ne suffira pas. Je vais vous dire, de faire pression ou même d'envisager une nationalisation temporaire. Ce qu'il faut, c'est accompagner cela par une véritable politique stratégique de défense de l'acier français. Ah ben on va en parler, mais voilà. De l'industrie française peut-être aussi, mais oui, on va en parler. Et donc la protection aux frontières, et donc l'absence de faire cesser la concurrence internationale déloyale, étant entendu qu'aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs ahurissant, c'est que nous importons 60% de l'acier, alors même que nous sommes en train de fermer nos usines. Des industries françaises. On va écouter les salariés de Florange qui s'estiment, eux, abandonnés. Quelques réactions, vous allez les entendre. Putain, traître. Nous avons le sentiment d'avoir été une nouvelle fois trahis. À croire que la Lorraine est une terre maudite, après les trahisons de 2008, on a peur qu'on soit trahi une nouvelle fois. C'est de l'enfumage qui, pendant une semaine, quoi. Voilà, la seule alternative, la seule solution possible qu'il y avait à l'issue de tout ça, c'était une nationalisation.
Voilà donc la déception des salariés de Florange. Vous irez les rencontrer. Vous aviez essayé de les rencontrer au moment de la présidentielle, ça n'avait pas pu se faire. Vous irez les rencontrer, éventuellement les soutenir? Bah, écoutez, si je suis appelé auprès d'eux, oui. J'étais encore vendredi soir ou jeudi soir auprès et avec les ouvriers de Mecastamp, qui est une forgerie qui est en situation extrêmement difficile. J'ai d'ailleurs saisi le cabinet de M. Montebourg, parce que les banques ne veulent pas prêter, alors que ce sont des sommes absolument dérisoires, et que l'activité est tout à fait viable. Il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui sont aujourd'hui dans cette situation. Elles sont confrontées à des banques que l'on a pourtant, comment dire, à qui l'on a versé des milliards, hein, il y a quelque temps, et qui ont coupé tout crédit à l'économie réelle. Ils sont confrontés à la concurrence internationale déloyale contre lesquelles le gouvernement français est dans l'incapacité de les protéger parce que il se soumet aux diktats de l'Union européenne. Je vais vous dire, ce ne sont pas les ouvriers d'ArcelorMittal qui ont été abandonnés, c'est tous les ouvriers de France qui ont été abandonnés depuis des années et des années. Ils ont été livrés à une politique ultralibérale, ils ont été livrés à des multinationales qui sont aujourd'hui de véritables prédateurs. Justement. Et ils n'ont plus la protection de l'État et notamment la protection de nos frontières. Justement, est-ce qu'il faut encadrer les investissements étrangers en France, demander des garanties supplémentaires aux groupes étrangers qui viennent investir en France? Ah oui, bah, ce serait déjà bien de commencer par le Qatar, peut-être, voyez-vous, parce que on fait exactement l'inverse. Et ça, UMP et PS, main dans la main, parce que la politique n'a pas changé. Je donne une information peut-être à vos téléspectateurs, mais c'est pas inutile. Les Qataris, eux, eh bien, ont une convention fiscale qui fait qu'ils ne payent pas l'ISF quand ils viennent s'installer en France, que lorsqu'ils font des investissements, par exemple immobiliers, ils ne payent pas de plus-value à la revente, alors que le Français lambda en paye, et on peut multiplier par 100 ce type d'exemple. Quel est le bénéfice pour notre pays dans ces investissements qui, bien souvent, sont en réalité des investissements de fonds souverains étrangers qui sont en train de prendre le pouvoir sur un très grand nombre de nos entreprises stratégiques de communication, etc. Mais l'industrie française peut-elle faire tout toute seule? Est-ce qu'une industrie française, 100% française, ça peut exister? Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de protéger par des droits de douane intelligents à nos frontières notre industrie. Nous avons perdu 500 000 emplois industriels en 5 ans. Or, l'immense majorité de ces postes de ces emplois ont été perdus à cause de la concurrence internationale déloyale. Ça veut dire que le libre-échange qu'on nous impose est en train de nous tuer. Mais il ne faut pas fermer pour autant la porte aux investissements étrangers totalement. Ils ont tué l'industrie. C'est ça que je voudrais comprendre. Oui, est-ce qu'il faut fermer la porte aux investissements étrangers? Non, mais il faut qu'ils ne prennent pas le levier de commande. Voilà. Parce que s'ils prennent le levier de commande, comme l'a pris d'ailleurs M. Mittal, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Dans des investissements étrangers, il faudrait que l'État garde une participation, par exemple. Dans les entreprises stratégiques, je crois que c'est important. C'est quoi, les secteurs stratégiques? Les secteurs stratégiques, ce sont des secteurs sans lesquels nous ne sommes pas indépendants, voyez-vous. Donc c'est par exemple l'énergie, c'est par exemple l'acier, c'est par exemple la communication. Voilà des entreprises qui sont des secteurs qui sont des secteurs stratégiques. Quand je vous entends, mais monsieur, permettez-moi. Juste un petit mot. Vous dites l'État devrait garder une participation dans ces entreprises si elles étaient à majorité, pas aux majorités, mais avec des capitaux étrangers. Alors je me pose la question, vous êtes étatiste ou libéral? Non, je considère que l'État a un rôle stratégique à jouer dans la défense de l'indépendance de notre pays. Je suis donc pour une économie libre. Moi, je crois aux entreprises, mais je crois aussi à la régulation d'une économie qui est devenue folle, à la régulation. C'est l'État. Exactement. Donc vous êtes étatiste plutôt que libéral. Non, monsieur. C'est difficile de faire les deux. Ah, eh bien justement, vous avez tort. Voilà, vous avez tort. On peut parfaitement envisager une économie libre dans laquelle l'État met la ligne à ne pas dépasser, régule et évite les abus et les excès, et notamment les abus et les excès de l'ultralibéralisme auquel on nous confronte aujourd'hui, qui, je vous le signale, ne touche pas seulement l'industrie, parce que le prochain grand dossier, ça va être, et on commence à en voir déjà les prémices, c'est l'attaque de la concurrence internationale déloyale par rapport aux prestations de services. Vous avez bien vu se multiplier les délocalisations de centres d'appel, de services informatiques, de services de comptabilité.
réalité, les ouvriers ont été les premiers touchés. C'est évidemment le secteur tertiaire qui sera la prochaine victime de cette mondialisation. Voilà pour cette partie où on a parlé d'économie. On va parler maintenant du Front National. Le Front National qui est toujours en embuscade, qui attend un petit peu de voir ce qui se passe dans le paysage politique. Quelles sont vos ambitions? Michel Dumoret, le chef du service politique de France 3, nous rejoint pour ça. Bonjour Michel, bonjour Francis, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On va revenir un petit peu en arrière. La dernière présidentielle, vous aviez obtenu près de 18% des voix. C'était le meilleur score réalisé par un candidat du FN. Dans la foulée, deux députés de votre parti rentrent à l'Assemblée nationale. Pas vous. Vous êtes battu de justesse, Saïd Beaumont, et vous rêvez d'une revanche. On va en parler tout à l'heure. Vous aviez également annoncé l'éclatement de l'UMP en cas d'échec de Nicolas Sarkozy. On y est presque. Est-ce que ça veut dire, Marine Le Pen, que votre parti, finalement, ne peut se nourrir que de la faiblesse des autres? C'est une vision profondément péjorative de l'action qui est la nôtre. D'ailleurs, je déteste cet argument, le Front National est en embuscade. Non, il n'est pas en embuscade, le Front National. C'était notre titre. Non, mais le Front National n'est pas en embuscade. Parce que le Front National n'est pas dans l'attente, justement, de ce que font pas les autres. Marine Le Pen, c'est que le Front National, l'écroulement des autres partis fait que presque automatiquement, vous remontez. Est-ce que ça veut dire que finalement, mais non, monsieur, c'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. Nous sommes pas en embuscade, nous sommes au front, justement. Nous sommes en première ligne de la bataille pour l'indépendance, la bataille pour la souveraineté, la bataille pour l'emploi, la bataille pour la mise en œuvre d'un modèle économique patriote qui s'oppose à celui qui nous a été imposé, la bataille contre la délinquance, la bataille contre l'immigration. Et d'ailleurs, nous sommes tellement en pointe qu'en réalité, ce sont l'ensemble des autres partis qui viennent piocher, bon an, mal an, plutôt mal que Marine bien, Le Pen, dans les propositions qui sont les nôtres. Cette nouvelle donne politique, qu'est-ce que ça change pour le FN aujourd'hui? Bah écoutez, qu'est-ce que ça change quand un mouvement politique démontre son vrai visage et démontre qu'il n'est pas le défenseur, comme vient de le démontrer l'UMP, de l'intérêt général, mais en réalité d'une multitude d'intérêts particuliers, ça ouvre les yeux des Français. Ouais, mais ça ne fait pas de vous justement, parti de gouvernement. Vous mais permettez-moi, monsieur, c'est faux. Monsieur Juppé vient de nous donner, les gens ne viennent pas pour vous par adhésion, ils viennent par vous par dépit. Puisque monsieur Juppé a dit, si l'UMP continue comme ça, le Front National sera le premier parti au municipal. Ça prouve bien qu'il sait que nous sommes crédibles, qu'il sait que nous sommes aujourd'hui un parti de gouvernement et que nous sommes justement tout à fait capables d'exercer le pouvoir. Moi, je crois que l'ensemble de la déliquescence de la vie politique actuelle est une chance, en réalité, une opportunité pour que les Français reprennent la main. Le chaos, c'est une chance, selon vous? Non, c'est pas le chaos qui est une chance, monsieur. C'est la lucidité qu'entraîne des mouvements politiques qui se montrent sous leur vrai visage. Et cette lucidité, elle prouve aux Français que quoi? Écoutez, il y a un parti qui est cohérent, qui a dit effectivement avant tous les autres exactement ce qui allait se passer, qui a des solutions à proposer pour régler les problèmes, qui a un leader incontesté, qu'il est temps de le rejoindre. Vous le répétez à chaque émission, il y a une longueur de temps. Je voudrais maintenant que vous m'expliquiez, moi, votre différence. Oui, excusez-moi, j'ai une certaine cohérence, c'est vrai. Entre Copé et Fillon, on a dit que le soir de l'élection très contesté du président de l'UMP, vous avez regretté publiquement presque que ce soit Copé qui rentre en scène et qui soit Mais qui a priori vous a dit élu. ça? Des informations. Ah bon, ça risque pas parce qu'en l'occurrence j'étais chez moi et personne d'autre n'était chez moi à part moi. On a essayé de faire notre travail. Donc ce sont encore des rumeurs. Parce qu'aujourd'hui la vie politique n'est qu'une succession de rumeurs et c'est d'ailleurs bien regrettable. J'ai dit exactement l'inverse, monsieur. J'ai dit que pour moi, monsieur Copé et monsieur Fillon, c'était exactement la même chose. Ils ont la même position. Ils sont sur tous les grands sujets, sur l'Europe, sur le fédéralisme européen, sur l'euro, sur la politique d'austérité qui doit être menée et qu'ils ont défendue, sur la TVA antisociale qui est appliquée par les socialistes, sur le traité européen qu'ils ont voté avec les socialistes, et même sur le Front National. Ils ont la même opinion puisqu'ils considèrent toujours qu'il ne faut surtout pas nous traiter comme n'importe quel autre mouvement. On écoute maintenant Lionel Lucas, député des Alpes-Maritimes, membre de la droite populaire, l'aile la plus à droite de l'UMP, en tout cas celle qui pourrait, disons, le plus se rapprocher de vous. C'est celle qui a fait 8%, je crois, dans l'émotion, non? C'est ça? C'est ça. Et vous allez voir, une grande réussite, Lionel Lucas vous pose une question. Bonjour Madame Le Pen. Vous n'avez jamais eu de mots assez durs contre la droite républicaine et en particulier contre la droite populaire pour dénoncer les opérations de marketing politique sur des idées qui étaient les vôtres. Mais vous-même, lorsque vous dénoncez, critiquez le déménagement de l'aéroport de Nantes, qui vise à permettre le développement économique et à créer de l'emploi dans cette région de notre pays,
et que vous soutenez ainsi les écolos bobos de tout poil, n'êtes-vous pas vous-même en opération de marketing politique, à moins que vous visiez tout simplement un rassemblement vers Marine? Marine Le Pen. Vous voyez, c'est ça le problème avec les dirigeants politiques d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je crois qu'il faut que les Français donnent un grand coup de balai dans cette classe politique. Sauf qu'on comprend pas Il y a très une bien votre vision position à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi? Si vous me coupez la parole, vous comprendrez encore moins. Vous êtes contre, vous êtes sur la même position que Jean-Luc Mélenchon, José Bové, non, mais monsieur, ou les écologistes ou les monsieur, alternatives qui manifestent. C'est ce que vous dit Lionel Lucas. Moi, je ne considère pas que la politique, c'est une succession de parts de marché. C'est ce que pense monsieur Lucas. Voilà. Je considère qu'il y a l'intérêt général. Et si l'intérêt général m'oblige un jour ou l'autre à voter aux côtés des communistes ou des Verts ou des socialistes ou de l'UMP, eh bien nous le ferons parce que nous pensons à l'intérêt général. Et c'est le cas pour Notre-Dame-des-Landes. Oui, un projet qui dépense 600 millions d'euros au moment où nous sommes dans une situation économique dramatique et où on ne cesse de demander des efforts aux Français, alors même que l'aéroport de Nantes n'est pas saturé en matière de trafic, ça m'apparaît être un caprice. Et c'est le caprice de monsieur Hérault, qui veut peut-être laisser une trace dans l'histoire. C'est vrai qu'a priori, compte tenu de la politique qu'il est en train de mener, il va pas laisser une grosse trace dans l'histoire. Une petite question avec une réponse extrêmement rapide. Marion Maréchal Le Pen indiquait qu'il y avait à peu près 600 adhésions par jour aujourd'hui au sein de votre parti. Est-ce que c'est la même dynamique aujourd'hui? Est-ce que vous confirmez ce chiffre-là? Mais bien sûr. 600, on est à 600 encore adhésions par jour. Évidemment, il y a une très grande dynamique. Vérifiable ou pas? Il y a 600 personnes qui viennent pousser Oui, la monsieur, porte parce du que dans ces 600 personnes, il y a aussi nos propres réadhésions. Ça veut dire que nous avons multiplié par 4, 5 le nombre de personnes qui quotidiennement nous rejoignent. Combien d'adhérents aujourd'hui au Front National, Marine Le Pen? Écoutez, il y en avait 55 000 le mois dernier. L'objectif à la fin de l'année? Ah, je sais pas. Bah, 600 par jour, le plus possible. Le plus possible. Le plus possible. Mais il n'y a pas que des gens de l'UMP qui nous rejoignent d'ailleurs. Il y a aussi des gens qui n'ont été jamais encartés